Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, nous sommes actuellement le 20 juin 2026. Ça y est, le bêta PDF du guide du joueur pour les Western Reaches. C'est-à-dire le setting de campagne de Shadow Dark, qui startait il y a quelques temps, je ne sais plus. Et enfin sorti, nous allons aller voir le PDF. On va aller voir ce que ça donne. Je sais à peu près ce que je suis censé voir, mais comme en ce moment je suis pas dans du Shadow Dark du tout, j'ai pas regardé en profondeur. On va aller voir le PDF bêta là, et j'ai hâte de voir un peu plus les détails. Alors, il fait quand même 254 pages, donc évidemment, il ne s'agit pas d'une lecture, il s'agit d'un survol, et des choses pourraient encore bouger. Je suis content parce que ça s'inscrit un petit peu, ce genre de bouquin, dans une tendance qui me plaît pas mal. Proposer des jeux qui, à la fois, sont un peu setting first, vous voyez, mais qui aussi sont rédigés de manière à ce que on ait beaucoup de matériel pour s'emparer du bac à sable et pas pour qu'on nous fasse, on va dire, une présentation par le lore, etc., énormément d'univers, quelque chose qui est activable, qui s'inscrit pas non plus dans un dispositif de jeu en scénario. Et donc moi, ça m'intéresse toujours de voir comment c'est fait. Allons-y, allons-y. The Western Reaches. Déjà, on a une petite couverture où nous pouvons voir que nos aventuriers sont en train d'affronter quelque chose qui n'est même pas visible, finalement. Ils font front ensemble. Est-ce que le dos de la couverture? Non, ils n'affrontent pas le dos de la couverture. Le dos de la couverture n'est pas fait, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose d'écrit derrière. Ok, donc ça y est, on a une map. Alors cette map, on l'avait déjà vue un petit peu sur le Kickstarter et tout, mais on retrouve la map des Western Reaches avec ces différentes régions. Et je pense, ça va être un truc qui va être intéressant, que ces différentes régions ont été pas mal plus travaillées que de prime abord. J'avais vu passer ça dans les news du Kickstarter. Donc pour ceux qui ont déjà un petit peu lu des bouquins de Shadow Dark, on retrouve des régions dont on a déjà entendu parler. Les îles de Andric, donc un peu l'endroit où il y aurait nos sortes de Vikings là. On a The Gloaming qui est le premier Curse Scroll, avec la sorte de forêt hantée par des démons, des lycanthropes et tutti quanti. Et on a le désert du Jurum. Donc ça c'est les trois... Ah, il est plus grand que ce que je pensais, le désert du Jurum en termes d'échelle. Est-ce que les cartes vont être adaptées, etc. Je sais pas trop. Donc ça c'était les trois premiers Curse Scrolls. Et puis après on a déjà eu des coups d'œil sur les trois nouveaux Curse Scrolls, donc qui concernent la jungle de Tal Yul, la cité des masques dans le duché de Montmartre, et une troisième partie, le Curse Scroll qui se passe dans les souterrains, là, je sais plus comment il s'appelle, et donc on voit pas ici parce que tout simplement c'est l'Underworld, quoi. C'est une sorte de méga donjon dans les souterrains du monde, des confins de l'Ouest. En ce moment, moi je joue dans les confins du Nord, là, avec Stone Top. Là, on aura les confins de l'Ouest bientôt, on aura tout en fait. Mais on voit qu'on a aussi plein d'autres régions, donc on a... la dernière mer, la mer du bout du monde, quoi, genre où on imagine que personne n'est allé de l'autre côté. Et on a les Bastères de Moor, les montagnes du Bastion, le marécage, voilà, on retrouve finalement tous les biomes un petit peu qu'on aime à placer dans une sorte de petit setting d'aventure. Donc à ce niveau-là, on va dire au niveau des troupes, enfin genre j'ai envie de vous dire, c'est classique, on a les steppes, on a quand même plusieurs chaînes de montagnes qui sont nommés différemment, donc au-delà simplement, on va dire, du tableau des montagnes qu'on aime avoir dans nos aventures, il semblerait qu'il y en ait quand même des différentes, et on va voir si elles sont toutes détaillées différemment. On a des villes non nommées, je remarque un truc. Vous voyez là, par exemple, City of Mask, ça a un nom, c'est nommé, quoi. Et là, on a des trucs entourés, là, par exemple, on peut très bien imaginer un petit Hobbitburg, avec les petites collines et tout, un endroit où vivraient les Halflings. Ici, on aurait une ville, là, on en aurait une autre. Celle-là, elle est nommée, par exemple, Stone Hall. Le fait qu'elle soit nommée, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus de détails? Je ne sais pas. En tout cas, là, maintenant, pour Shadow Dark, on a un setting. Et ça, c'est trop bien. Bonjour, aventuriers. Bienvenue dans les Western Reaches. Vous êtes retrouvés dans une terre de civilisation fragile, de paysages majestueux et de secrets perdus dans les ténèbres. Ce royaume de mystère et de découverte est à vous. C'est un endroit pour les explorateurs courageux qui osent prendre une torche en pleine gueule de la nuit envahissante. Les Western Reaches seront transformés par vos mains. Guerriers et sorcières, mystiques et mages, vous qui êtes de vrais chercheurs, vous qui suivez le faucon à travers le désert brûlant, longez la rivière, depuis son humble source jusqu'à son puissant crash dans la mare, et qui observez l'aube percer à travers les monts. Ok, on nous vend l'idée d'un monde
qui va nous appartenir. Donc voilà, ça c'est les propositions qui m'excitent. On n'est pas dans le même dispositif de jeu qu'un Stone Top, on est dans un jeu OSR, etc. Mais la promesse, au fond, est proche. La proposition n'est pas exactement la même. Dans Stone Top, par exemple, on tourne autour d'un village, etc. Dans Shadow Dark, on est plutôt des aventuriers, errants, etc. Mais si vous êtes comme moi, vous ressentez un même plaisir à voir un jeu qui se présente comme ça. Donc qu'est-ce que c'est que les Western Riches? Donc c'est un setting combinant tout le matériel de world building des Curse Scrolls 1 à 6 dans un guide régional. Et bien sûr, après, il viendra le Game Master's Guide. Donc en fait, il y a pas mal de choses que je ne vais pas avoir en tant que réponse. D'ailleurs, du coup, ça me fait revenir sur la carte. Ça, ce serait la carte, a priori, la Player's Map. Donc ça, c'est la version des joueurs. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas tout qui est nommé et tout, mais qu'on a comme à la manière de ce qui se fait pas mal dans le jeu vidéo, ou même tout simplement dans des cartographies un peu métaphoriques, des représentations d'endroits vers lesquels on peut aller, mais on n'est pas encore bien sûr exactement de quoi il s'agit, ça nous donne envie d'explorer. Et donc en fait, on va pas avoir les détails des régions, je pense, ici. On va avoir tout ce qui va être le matériel nécessaire aux joueurs. Donc il faudra attendre encore un petit peu pour avoir le côté setting sur lequel j'étais en train de me hyper tout seul comme un débile. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ce bouquin, du coup? On va avoir toutes les classes, etc., on va regarder le menu. Donc là, on avait les premiers mots. Donc on va avoir ce que tout le monde sait, ce qui est très bien. Ça permet de se positionner facilement un peu dans ce monde, d'aligner ses attentes avec la propale. La vie dans les Reaches, en seulement 3 pages. Bon, ça va être un truc assez léger. Tout va être à construire, encore une fois. Ce monde est le vôtre. Donc c'est-à-dire qu'on va l'impacter par nos actions, mais aussi que on n'est pas dans un canon avec une chronologie, une datation, 1 milliard d'informations qui sont là pour nous dire ce que le monde dans lequel on va jouer est, mais ce qu'il pourrait être. Je pense que ça va être ça l'approche. On va avoir des tables aléatoires, etc. dans les livres de setting. Et dans les comment on vit dans les Western Riches, on nous donne les grandes lignes pour qu'on puisse s'aligner sur un peu le canon de l'endroit, sans nous en donner le moindre recoin de détails. On voit qu'on va avoir pas mal de pages consacrées aux personnages avec toutes les nouvelles classes et tout, donc ça c'est trop bien. Qu'il y ait toutes les classes des Curse Scrolls dans le même bouquin pour nous dire voilà ce setting, voilà où se trouve ce genre de classe et tout. J'ai envie de voir un petit peu s'il y a un peu plus de détails qu'avant d'encadrement sur les classes. Je ne pense pas, je pense qu'on va garder une présentation des classes extrêmement concise, mais je ne sais pas si ça aurait été quand même un peu modifié au vu de jouer dans ce setting. On va avoir les races et tout. Et on va avoir Background avec 4 pages consacrées, les secrets avec 4 pages consacrées, les titres avec 8 pages consacrées. Honnêtement, les titres, je trouve que ça peut être sympa. Le fait qu'il y ait 8 pages consacrées aux titres, on va préférer potentiellement sur un truc de... Je m'avance, je fais mes pronostics. Sur un truc de 254 pages, avoir les listes de noms des titres, pas forcément le truc que je préfère. On va avoir des trucs sur les factions, ça a l'air de prendre quand même 15 pages, alors s'il y a une page d'ouverture, ce sera un peu moins, mais voilà. Donc là, les factions, ça peut être intéressant. Soit si vous jouez en table ouverte, pour que les gens ils se mettent un peu dans différents groupes et tout. Soit pour justement retrouver quand même un petit peu ce lien entre les personnages, le fait de dire qu'ils font partie d'une faction, ça peut être sympa pour ne pas juste jouer avoir un truc où on peut retourner au bercail, auquel on doit rendre des comptes, pour pas juste jouer des vagabonds pilleurs de tombes, quoi. Ensuite, ici, on va avoir l'équipement, donc c'est un truc un peu rationalisé, c'est-à-dire qu'on allait chercher l'équipement des différents trucs des Western Riches pour avoir tout l'équipement dans le même bouquin. On va avoir tous les sorts, tous les dieux, là, et des règles de gameplay avancées. Et là, il y a des trucs qui peuvent être quand même assez hypants. On a le X-Crawling un peu plus détaillé, on va voir ce que ça donne. Le climat, le camping, le fast travel, procédure de voyage, renom, downtime, carousing, bastion, warbands. Donc en fait, grosso modo, si vous jouez dans les Western Riches et même si vous jouez à Shadow Dark, je pense que tout ce qu'on a dans ce bouquin, ça pourrait remplacer un petit peu, d'une certaine façon, les premières pages du core rulebook, parce qu'il va y avoir des rappels et des trucs complétés avec les matériaux des extensions, quoi. Il va y avoir un peu de redite. Malgré toutes mes années passées à vagabonder, ma soif n'est pas encore étanchée. What everyone knows. 10 choses que tout le monde y sait, mais qui pourraient ne même pas être vraies. Donc ça, c'est vraiment pour se positionner en tant que personnage dans ce monde. Ça veut pas dire que c'est des vérités sur le monde, mais c'est ce que tout le monde sait, partage, raconte. Donc les Riches sont anciennes.
Donc on est dans un monde ancien, ce qui va justifier qu'on ait toutes sortes de dieux cachés, de donjons, etc. Ce sont des terres qui sont un peu excentrées, éloignées du monde. Il y a quelques big villes. On est loin quand même de la grande civilisation cosmopolite. Donc le but n'est pas tant de sous-entendre qu'il y aurait un monde plus vaste, etc. Ça ne nous intéresse pas. Et le but, c'est de nous dire, voilà, on est dans une terre un peu excentrée. Donc même s'il devait y avoir une grande civilisation puissante, ultra développée quelque part, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on veut des terres sauvages où les gens voyagent pas trop loin de chez eux pour justifier justement que nos personnages d'aventuriers aient vraiment une raison d'être et qu'on ait besoin de faire appel à eux. C'est dangereux dehors, voilà. Le monde s'arrête à la dernière mer, apparemment. Et on nous met déjà des petits prompts un peu d'aventure potentielle. Des petites phrases toutes bêtes qui pourraient nous donner envie d'agrandir le setting aussi, puisqu'on nous dit que même si la mer semble être le bout du monde, on raconte que si on la traverse, on arrive sur les côtes du royaume des dieux où on pourra leur demander une chose. On ne pourra plus jamais y retourner après ça. Aucun roi n'a jamais régné sur les Western Reaches. Certains ont essayé, mais tous ont échoué, etc. Alors bon, dans un lointain passé, là, vu qu'on sait qu'il y a des traces... Ouais, en fait, personne n'a jamais, on va dire, gouverné l'ensemble du territoire. C'est un peu ça l'idée. Comme ça fait qu'on a cette sorte de grande diversité potentiellement culturelle, architecturale et tout pour tous nos donjons, nos villages, pour justifier que chaque endroit où on arrive est plus exotique que le précédent. On a moins eu une sorte de pouvoir unificateur ou je sais pas quoi. Les dieux sont lointains, d'anciens esprits se cachissaient, la magie est terriblement dangereuse, donc ça colle avec les règles de Shadowdark. Les non-humains ne sont pas très répandus, on les croise de temps en temps, et les enfants veulent toujours leur poser des tas de questions. La plupart des Reaches sont non explorés, donc ça veut dire que on n'est pas dans une exploration, on va dire, vers l'horizon. Alors c'est pas découverte d'un nouveau continent, etc., mais en gros, dès qu'on sort des routes, des voies un peu battues, bah en fait, y a plein d'endroits qui sont inconnus, donc potentiellement dangereux, etc., etc. Donc on essaye de nous placer dans la tête des personnages qu'on va jouer, qui a priori, même si on joue des non-humains de différents groupes, etc., ou des gens qui viennent de différents endroits, ils n'arrivent pas avec une connaissance absolue de leur domaine. Beaucoup de choses sont inexplorées. La vie dans les Reaches. Alors déjà, on nous dit que les humains sont rares, mais parmi les aventuriers, il y a beaucoup plus de non-humains que la moyenne. Il semblerait, quoi qu'on nous parle de population moyenne dans les Reaches, en gros, les humains représentent 54% de la population, donc ils sont majoritaires. Ensuite, les 50% restants se partagent entre tous les autres peuples qui sont minoritaires. On a une table aléatoire pour le tirer. On nous dit que c'est un setting point of light, donc c'est un peu ce qui était suggéré plus tôt, où en fait, il y a des petites poches de civilisation, de villes, de gouvernements, de sociétés organisées. Tout autour, c'est l'inconnu. La force prévaut en de nombreux endroits. Quand la loi ne règne pas, en gros, la justice qui se fait dans la rue prévaut, les bandits, les monstres, les voleurs. Et pire encore, rôdent dans les terres sauvages des Western Reaches. Les aventuriers auront à se défendre et à agir prudemment s'ils veulent survivre. Ok. Civilisation. La plupart des gens dans les Western Reaches ont au moins entendu parler d'un de ces grands centres de pouvoir dans la région, donc un peu des cités-états. Donc on a la Cité des Masques, une sorte de cité un peu romantique à la Venise. C'est la plus grosse cité-état des Western Reaches. Et puis après on a Alkesh, gouvernée par une princesse mystérieuse près d'un oasis dans le désert de Jurun. Stone Hall, le roi nain, aussi vieux que 3 hommes, préside sur les vastes halls sous la montagne. Ce sont les meilleurs artisans du pays. Les Kyzian Steppes, marrant parce que pour le coup ici ce sera des tribus de cavaliers nomades à travers les plaines. Donc en fait le truc s'intitule civilisation, c'est non pas vraiment pour nous parler des villes en soi, c'est pour nous parler des puissances politiques qui existent quand même. Et Lidonia, un endroit où un Aloof Elf King rules over a shining citadel. Ok, je reprends ma map là. Il semblerait qu'il y ait d'autres villes quand même assez importantes, mais elles sont pas considérées comme Alkesh. Vous voyez, Alkesh, on peut la trouver, Lidonia, etc., qui sont vraiment les cœurs de la civilisation. La structure sociale. La plupart des gens dans les Western Reaches en sortent humblement en travaillant, commerçant, fabriquant des trucs. Ils vivent dans des cités-états ou en périphérie de celles-ci, et ils promettent la loyauté envers leur seigneur et acceptent la vassalité en échange de la protection de celui-ci. Mais dans la plus grande partie des confins, il n'y a pas
de seigneurs. Beaucoup de villes et de villages n'ont d'autre autorité que la leur. Ils doivent se protéger eux-mêmes des dangers extérieurs. Il n'y a pas un set de lois universelles, de gouvernement, de culture à travers toutes les Western Reaches. Un chevalier venant du duché de Montmartre ne serait pas reconnu et traité comme un noble par un bandit sans foi ni loi, arpentant le désert des Jurum. Un visiteur de la Cité des Masques pourrait sans le savoir briser l'une des lois du duc. À Alkesh, le même crime pourrait être parfaitement légal. Ou peut-être puni encore plus sévèrement. Très bien, très bien. C'est très léger, c'est des petites touches, mais ça nous plonge dans l'ambiance, quoi. Ensuite, on arrive sur les Ancestry, et là, il semblerait que ça ait changé. Alors, tac, fichier de page et page de couverture séparée. Donc maintenant, pour les Ancestry, on est sur de la double page. On a le générateur de noms pour l'origine du personnage. Présentation très rapide du bonhomme. Son trait. On a un petit truc d'origine. Donc maintenant, les nains ont une sorte de petite place, vaguement. Les nains sont les cousins des créatures féeriques, les dvergs, qui se cachent dans les îles d'Endrick. Comme eux, ils creusent de grands royaumes à l'intérieur des montagnes. La plupart des nains se réclament d'un de leurs clans ancestraux, vivant sous les montagnes de Rimspire, de Simpoint, Simlance, Rimspire, un truc comme ça, et de la chaîne des montagnes du Bastion. Donc maintenant, quand on a un nain, en fait, si on joue dans les Western Reaches, on a un truc un petit peu plus détaillé. Et du coup, c'est sympa aussi, vous voyez, de voir... En fait, moi, ce que je trouve intéressant, déjà en soi, c'est que quand vous avez les Western Reaches, vous avez un matériau à jouer qui est un petit peu plus développé et tout, donc c'est cool de jouer directement dans ce setting, mais c'est aussi de voir comment c'est présenté, et de se dire, bah voilà, si moi je veux inventer une nouvelle Ancestry, si je veux créer mon propre setting, je pourrais très bien reprendre un peu ce template et répondre aux mêmes questions, en fait. Et dire, bah, ce que je vais modifier, moi, probablement, si je joue dans un autre setting que les Western Reaches, c'est cette petite origine, je peux essayer d'atteindre cette concision suffisante pour me donner un cadre géographique et une sorte d'ancêtre un peu mythique, les dvergs. Et voilà, ça fait un template pour créer un bonhomme. Et moi, comme j'aime la concision qui est proposée dans Shadow Dark, je trouve que l'exercice est plutôt réussi. Je suis content d'avoir ça, quoi. Là, il y a Dwarf Trinket. Et donc là, on a des trinkets. Ça, c'est une idée assez sympa, qui est de tirer, en fait, des trinkets pour chaque nouveau personnage qu'on va créer, pour aider à ajouter une petite touche à son background. En plus du background qu'on a déjà, qui n'apparaît pas ici, qu'on verra après. On choisit une Ancestry, une classe. On a un trinket où on peut y accoler une petite histoire, un truc. Et on a notre background. Et tout ça, ça va aider à placer notre personnage pour pas cher. Hein. Alors je veux dire, on n'a pas demandé d'écrire un méga background et tout. Pour montrer que ce personnage, il est important, même s'il peut mourir très très vite dans un jeu OSR, potentiellement, si on fait des erreurs ou on n'a pas de chance au dé ou je sais pas quoi. Ce personnage a une histoire. Qui tient sur un post-it, mais on a de quoi le jouer, on n'est pas juste nain guerrier numéro 46. Si on y met un petit peu de jus, le personnage qui tienne longtemps ou qui prenne sa retraite ou je sais pas quoi, il aura raconté quelque chose. Par exemple, là, on a une bague familiale, donc ça peut vouloir dire quelque chose sur notre clan, et même si notre nain venait à disparaître, le fait qu'on se soit posé une ou deux questions sur son clan fait que maintenant son clan potentiellement peut être exploité un peu dans le setting de la campagne. On est venu ajouter des détails dans la fresque. Un casque de mineur, un petit château dans une bouteille, un sac de pierres prophétiques. Ah, c'est très cool. Ensuite, on a les elfes. Je vais pas lire le détail de chaque truc. Hein. Les gobelins. Tiens, les gobelins, ça m'intéresse parce que c'était le truc qui était pas toujours évident vu que c'était très facilement des ennemis souvent dans les jeux D&DS, que j'aimerais bien voir comment ils s'intègrent un peu là dans le setting. Donc les gobelins ici viennent pour la plupart des profondeurs de Sablewood et des cavernes sous Rimspire Mountain. Ils sont très adaptables à leur environnement. C'est pour cette raison que de grandes tribus de gobelins vivent dans des endroits reculés qui ont peu de contact avec le monde extérieur. Ok. Half-elf, ça je crois que c'est nouveau, Half-elf. Ça a l'air très pas mal de jouer un Half-elf. Ils peuvent jeter 2 fois leur sélection de talents au passage de niveau et choisir le résultat qu'ils veulent garder. Ok. On a le Half-orc. Les tribus de barbares orcs parcourent le nord des montagnes de Gilzai et les steppes Kizian, où ils croisent parfois la route des tribus humaines. Certains de ces groupes partagent la croyance, la vénération pour le dieu guerrier Ramlat, et certains demi-orcs peuvent résulter de ces rares rencontres culturelles. Ok. Halfing.
La plupart des villages halflings sont entassés dans les collines du duché de Montmartre. Certains vivent en bordure du Lowland Moor, où ils ont, un peu à la même façon que les gobelins, la capacité à créer des petits villages cachés, imperceptibles dans le paysage. Donc c'est cool, on a voilà, un peu en place nos origines. Et on a le kobold. La plupart des kobolds ne quittent quasiment jamais leur clan, qui sont pour la plupart centrés autour de déserts et de volcans. Les érudits, pas leurs érudits. Les érudits croient qu'ils apparaissent naturellement dans des endroits où il y a de grands groupes de coyotes, des sorciers et des dragons. Ouais, donc eux, c'est un peu la classe... D'ailleurs, on va pas dire que c'est la classe Goofy, mais c'est le truc où il y a que 1% de chance que vous en soyez un, donc c'est on va dire l'origine la plus mystérieuse, quoi. Un peu le petit monstre qui peut s'inclure dans le groupe. Et on arrive sur les... Ah, elle est très très stylée cette illustration, je trouve, du barde. C'est pas le barde du bar, vous voyez, c'est le barde conseil. On arrive sur les classes. Donc ouais, comme prévu sur les classes, on a moins ce côté intégration, on reste sur la même structure. Alors il pourrait y avoir des modifications qui ont eu lieu dans les classes, je ne vais pas m'y intéresser ici. Mais j'avoue que je suis très très content qu'on retrouve toutes les classes dans le même bouquin et que ce soit un bouquin de setting. Parce qu'en fait, quand vous filez à vos joueurs, vas-y, choisis une classe, et que le gars il prend Basilisk Warrior Class, et qu'en fait ça s'inscrit pas un peu dans un contexte, d'un seul coup, je trouve ça devient un peu plus goofy. Alors que le fait que le Basilisk Warrior, il ait une sorte d'attache aux Western Riches, ça le rend moins juste oh c'est stylé, un perso qui peut se couvrir de pierre. Vous voyez. Donc ça c'est très cool. Donc on a le Bard, on a le Basilisk Warrior, et c'est marrant parce que il n'y a pas de mention de la région où on trouverait les Basilisk Warriors. Vous voyez, ça c'est peut-être un peu le truc qui me manque. Perso, j'aurais préféré qu'un de mes joueurs sache immédiatement que ce n'est pas un truc ultra répandu a priori, quoi. On nous dit, ce sont des guerriers aux yeux brillants qui recouvrent leur peau de boue et de pierre. Leur style de combat ancien imite celui du basilic, quoi. Et on aimerait bien en savoir un tout petit peu plus, je trouve. On a le Delver. C'est vraiment Indiana Jones, quoi, le mec qui va aller dans les profondeurs et tout. Il va avoir des avantages pour toutes les actions un petit peu genre nager, escalader, forage et tout. Et pour utiliser certains équipements, donc il a ce côté archétype de personnage très très pratique pour progresser et tout dans les profondeurs. Le Cavalier du Désert, on l'avait déjà. Le Duelliste, donc qui est dans le duché de Montmartre, n'est-ce pas? Le Green Knight. Ah, j'adore, moi. Un peu un débile. Green Knight, avec sa hache, bien sûr. Mais il a encore sa tête. Vous voyez, ici, par exemple, pour le Green Knight, le taf que j'aurais kiffé avoir sur le Basilic a été fait. C'est pareil sur le Desert Rider. Ah non, même pas. Vous voyez, Desert Rider... on ne parle pas de Jurum. En fait, j'aurais voulu un rappel de la région où on peut s'attendre à trouver ce truc, a priori. Que le joueur investisse un petit peu aussi tout de suite sa région d'origine, en fait. Le Green Knight, par exemple, on nous dit que ce sont des protecteurs du royaume de Ged, qui est une divinité. Donc, il y a un rattachement du concept qui semble être bien spécifique, le Chevalier Vert, à quelque chose dans le setting. Comme le Knight of Saint-Idris, il est relié à la divinité Saint-Idris. Le Kizian Archer... il est relié à la région de Kizian. Donc on voit en gros que son savoir-faire est relié à la région dans laquelle il a évolué. Bon après, en réalité, par exemple, sur le Desert Rider, on se doute bien qu'il vient du désert. Mais il n'y a pas le rappel de Jurum. Donc ça veut dire que je vais devoir dire à mon joueur, tu vois, le désert de Jurum, c'est là. Bon, c'est des micro-détails. Je suis vraiment en train de pinailler. Le moine de Yakesh, ok. Le nécromancien, trop bien. Le paladin, donc là, vous voyez, c'est le chevalier, mais qui n'est pas rattaché à Ged. Et lui, il est un peu plus compliqué, on dirait. Un truc de serment, d'épée nommée et tout. Le Pit Fighter, je kiffe l'illu du Pit Fighter, là. Les nouvelles illus sont vraiment très très cool. Par contre, j'aimais bien l'ancienne illu du Ranger. Après, c'était peut-être une illu... un peu filler, je sais plus si l'illu du Ranger qu'on avait, c'était une commande ou un truc libre de droit. Mais il est cool aussi. En vrai, il est cool aussi, avec la neige et tout, là. La compo de l'image, je la trouve trop stylée. Le Pit Fighter, trop bien aussi. Le Rasgodai, le Roastabout, qui était une classe un peu troll à la base, qu'ils ont inclus. C'est vraiment le second couteau, là, un peu goofy. Le Seawolf, le Seer,
Ah, le Seer, là, par contre, dommage. Il y a une histoire de maquette. Ils ont quand même réussi à faire tenir, ça c'est assez ouf, tous les trucs en 2 pages, en décalant, en fait, les titres, je crois. Witch. Ah non, ils ont réussi à tout faire tenir en 2 pages. C'est quand même bien joué. Ah, et je dis n'importe quoi. On n'a pas le guerrier, depuis tout à l'heure je fais pas gaffe, on n'a pas le guerrier, le voleur, le cléric et le magicien. Donc eux ils restent bien dans le livre de base, ça c'est toutes les classes supplémentaires. Le weirdling, un mec qui a déjà des mutations de corruption. Je sais pas à quel point je suis fan de ça, dans le sens où je l'aurais presque vu comme une sorte de sous-système, le fait de se transformer petit à petit, un truc, un chapitre un peu sur des mutations ou je sais pas quoi. En faire une classe, je suis pas forcément fan, mais bon. Un peu déçu ici qu'on n'ait pas une meilleure illustration pour le Seer. Mais il y avait pas mal d'infos à mettre. En fait, dès lors que c'est des lanceurs de sorts, voilà. En fait, les deux lanceurs de sorts, et d'ailleurs, en fait, j'y repense, le nécromancien, c'était pareil. Dès que c'est des lanceurs de sorts, ils peuvent pas faire une illu pleine page. Tout ça, c'est très très cool, globalement. Et là, les backgrounds, alors là, les backgrounds, ça c'est nice. Les backgrounds sont inspirés spécifiques aux régions, quoi. D100, D12. Ah oui, je peux soit acheter un D100 pour tirer de manière complètement random d'où je viens, soit je tire un D12 par région. Donc ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Ces petites phrases-là, en 4 pages, je me projette, je me dis, je peux jouer la même classe en boucle, vous voyez. Je peux jouer tout le temps un guerrier, parce que j'aime bien les guerriers, tout le temps un magicien, parce que j'aime bien les magiciens. Et ça, en fait, ça me donne... c'est par la petite addition de mots-clés qu'en fait, mon personnage, il va avoir une autre gueule, quoi. Et ça me plante quand même dans le setting. Dans la jungle, on a les Itzalka, une tribu humaine vous a appris leur truc. Il y a des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Genre, Itzalka, Razgodai, bah, on sait que c'est les assassins et tout. En fait, c'est marrant parce que quand je vois ça, je me dis, presque, j'ai envie de faire le processus inverse. Genre de demander aux joueurs, par exemple, de choisir tous une région. On se dit, genre, on est tous, par exemple, début de campagne, issus des jungles de Yaltrul. Et de commencer par choisir leur background pour ensuite choisir leur classe. Mais c'est une envie, on peut le faire dans n'importe quel sens. Parce que par exemple, là vous voyez, il y a un background, c'est le Razgodai. Donc je peux très bien décider que je suis un magicien et en fait tirer que j'ai été entraîné par les Razgodai et j'ai pas réussi les épreuves et j'ai été rejeté, donc je suis allé apprendre la magie et je suis jamais devenu un assassin Razgodai. Ou alors on peut se dire, venez, on joue tous des mecs issus des montagnes de je sais pas où et on fait dans l'autre sens. Et en fait, c'est pas tellement un classement par culture d'ailleurs, parce que les Razgodai, ils viennent des montagnes, mais ils viennent de quelle montagne exactement? Parce qu'ils venaient dans le supplément de Jurum. Les Razgodai, là on nous parle de monastère du désert, je sais plus. Ça fait un moment que j'ai pas lu les trucs. S'ils viennent des montagnes du silence ou des Dalpurna Mountain ou des Gilzai Mountain, je sais pas. Donc c'est pas des backgrounds régionaux, c'est des backgrounds un peu par biome, entre guillemets. Bon, ça je sais pas, c'est le truc le plus pertinent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a plus de chances d'être utile, même si on joue pas dans les Western Reaches. Ensuite, on peut tirer un secret en plus. Ah, ça c'est cool. Un secret qui peut nous donner ce côté, on a quelque chose qui nous pousse à explorer, en plus de juste vouloir des trésors en fait. Ce qui est cool avec les backgrounds, les secrets, les factions, c'est qu'on va avoir plus de leviers pour dire, moi mon personnage veut faire ça quoi. Il veut aller dans le donjon, il veut aider ce gars-là, et ça nous a pas pris 40 000 ans. Ça nous sort un petit peu du on va dans le donjon parce que c'est le but du jeu quoi. Donc là on a par exemple comme secret, vous ne vouliez pas le tuer, c'était un accident. C'est tout simple. Donc du coup, ça pourrait expliquer que vous soyez en vadrouille. Vous avez une queue vestigiale que vous faites beaucoup d'efforts pour la cacher. Ok, un passé étrange, je suis un mutant, je suis un demi-dragon, je ne sais pas. Vous étiez un enfant mal élevé et vous avez rencontré le Willowman, qui est une sorte de bidule, les griffes de la nuit, qui est apparu dans vos rêves et depuis vous êtes calmé quoi. Vous avez particulièrement échoué au collège des magiciens. Vous êtes un bandit de grand chemin réformé essayant de faire pénitence. Vous avez enfermé une terrible créature dans un puits. Y est-elle encore? Ah, j'adore cette idée. Non, ça c'est vraiment très très cool. Et là on a les titres. Donc ça pour moi les titres c'est un peu le truc gadgeto. Ça peut être utile si on le veut mettre en avant. Bon, passons. Et là on a les factions. Overview. Les factions sont des organisations que les personnages peuvent rejoindre et qui ont des missions spécifiques et des règles. Les PJ peuvent rejoindre les factions, ont l'opportunité d'obtenir des bénéfices spéciaux si ils font bien les choses, ils sont loyaux. Les groupes qui auront des personnages issus de la même faction gagneront ces bénéfices plus rapidement. Leadership. Chaque faction a un PNJ leader qui a l'autorité sur la faction
entière. Ce leader peut décider de trancher les disputes entre les membres, etc., ou proposer un vote, tutti quanti. Un nouveau leader doit faire un test de charisme pour que le transfert de pouvoir se fasse de manière paisible. Sur un échec, la faction se divise en 2 nouvelles organisations en conflit. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire ça, il peut se passer plein d'autres trucs en jeu de rôle, mais c'est cool qu'il y ait cette petite procédure et que aussi elle apparaisse dans le guide du joueur, je rappelle, parce que voilà, on se dit ok, en fait on pourrait tuer le chef de faction, je sais pas quoi, quelqu'un qui lit un peu le livre pourrait avoir cette idée, quoi. Après, de là à dire que la faction va forcément se découper en 2 factions, dans 2 organisations en conflit et tout, bon. C'est une manière de voir les choses. Être dans une faction, donc on a un truc sur le joining. On ne peut être que dans une faction à la fois. Donc ça, je pense que c'est surtout pour le bénéfice, on va dire, des bénéfices que donne la faction. Alors que je pense qu'on peut infiltrer une faction, etc. Mais mécaniquement, pour avoir les bénéfices offerts par la faction, on peut bénéficier on bénéficie que de celle à laquelle on est loyal, entre guillemets. Il faut être loyal, participer à un rite d'initiation et tout. Standing. Les personnages restent en bonne relation avec leur faction tant qu'ils suivent ses bylaws, donc ses principes. Des personnages trouvés en train de ne pas respecter ces règles peuvent être rejetés de la faction et perdent alors les bénéfices. Les bénéfices combinent le niveau de tous les personnages faisant partie de la même faction pour déterminer... Combiner les niveaux de tous les PJ du groupe qui sont dans la même faction pour voir les bénéfices qu'ils en obtiennent. Seuls les membres de la faction gagnent ces bénéfices. Si un PJ quitte le groupe pour une autre raison que la mort, retirer son niveau. Ça c'est typiquement le truc pour jouer en... Enfin, je pense que ça peut marcher pour un groupe de PJ fixe. Mais ça, ce petit paragraphe prend beaucoup plus, je pense, de potentiel sur une campagne en table ouverte. C'est pas trop mon truc de base, ça m'attire pas plus que ça les campagnes en table ouverte, mais ça c'est le genre de truc qui me fait me dire « Ah, c'est cool quoi !» Genre, c'est-à-dire que là, il peut vraiment y avoir un game à choisir sa faction, à essayer de convaincre les autres de choisir la nôtre, parce qu'en fait, plus on est nombreux dans notre partie, plus on a des pouvoirs. Donc ça, c'est très rigolo. On a un générateur de factions, ok. Mais sinon, on a des factions préexistantes, avec des bénéfices et tout. La présence de chaque faction dans les 5 pôles de civilisation, Lidonia, Kysian Tribe, Stonehall et tout. Mission, bylaws, etc. Donc on a les bardes, l'œil enchâssé, les eaux écarlates, la société, les porte-torches, les loups de Lidonia. Donc je vais pas passer en détail sur ces trucs. Scarlet Bones, on va regarder par exemple les bénéfices. Donc eux, ce serait une sorte de faction de pirates chaotiques. Leur symbole est la danse, le sang, etc. Blablabla. Ils sont menés par 2 frères conjurés, Lucas Grimlight et Trevor Soulplanks. Les missions consistent la plupart du temps à mener du pillage, mais à respecter le code du pirate. Le code du pirate, c'est quiconque demande de pouvoir discuter doit en avoir l'opportunité. Il ne faut pas blesser les victimes sans défense ou ses propres membres d'équipage. Tout le groupe peut voter sur n'importe quel sujet et doit obtenir une part égale du loot. C'est très bien, on voit qu'il peut y avoir des conflits qui apparaissent de ça. Vous mettez un PNJ qui veut pas partager le loot ou il y a un PJ qui veut pas partager le loot et c'est bon, vous avez une intrigue pour une session, quoi. Blablabla, la place et tout. Ils peuvent obtenir des rumeurs sur des trésors et tout dans cette faction. Et donc, quand on démarre, admettons, il y a un mec de niveau 1. Par exemple, au début de votre campagne, admettons, chaque joueur fait partie d'une faction différente. Donc, vous avez que des factions qui sont niveau 1. Ok, une fois par niveau, votre personnage peut forcer le MJ à reroll un jet de réaction et le faire comme si vous aviez plus 4 en charisme. Ça vous permet de vous mettre dans la poche des PNJ, quoi. Ensuite, vous pouvez gagner de l'XP à chaque fois que vous pillez un trésor depuis un bateau ou dans un village que vous pillez, quoi, etc. Ça, c'est intéressant qu'il y ait une manière différente de gagner de l'XP en fonction de sa faction aussi. Parce que du coup, ça va permettre d'orienter le jeu dans une certaine direction. Notamment si vous avez un groupe de personnes qui font partie de la même faction, ça peut être pas mal. Par exemple, si vous voulez jouer justement des aventures en mer et tout, et pas du dungeon crawl, bah vous savez que vous pouvez gagner de l'XP en jouant aux pirates avec votre groupe de pirates, quoi. Entre guillemets. Ça, c'est très drôle. Vous ne pouvez pas mourir lors d'une exécution publique. Il se passe toujours un truc qui vous permet de vous échapper. C'est vraiment Jack Sparrow. C'est vraiment très rigolo. Et je pense que utiliser le générateur de faction pour sa propre faction, franchement, ce serait un peu dommage au vu de ces trucs-là, quoi, qui ont l'air vachement marrants. Mais qui, encore une fois, peuvent servir d'inspiration si vous voulez vraiment vous poser et créer votre petite faction sur une double page en suivant
ce truc en tant que MJ, groupe, joueur, que vous avez envie de créer des factions maison, vous avez des exemples. Et je trouve que c'est vraiment cool, ces memberships benefits. Ensuite, l'équipement. Là, on récupère l'équipement de tous les bouquins, rassemblés au même endroit, c'est bien pratique. Ça permet à tout le monde de l'avoir sous les yeux quand il veut acheter des trucs et tout, d'avoir tout au même endroit et d'avoir une idée des prix des choses pour se projeter potentiellement sur des projets et tout. Équipement basique. Il y a des nouveaux équipements basiques d'ailleurs. Glow Paste Jar. Alors c'était peut-être des trucs qui étaient répartis dans différents livres avant qui ont été rassemblés. Weapons. Donc là on récupère toutes les weapons du jeu, les armures, les poisons qui étaient dans le Curse Scroll, les montures. Et dans les montures on a les griffons. Oh my god, qui n'ont pas de prix bien sûr. Les profils des montures, ah ça c'est très bien aussi. C'est très bien que ce soit pas dans le bestiaire et que ce soit juste à côté des montures. Puisque c'est le joueur qui va en fait potentiellement devoir faire un jet de dés pour son cheval ou je sais pas quoi. C'est cool qu'il ait l'info dans le livre du joueur. Les bateaux, les siege weapons. Alors ça, munitions. Chaque munition d'une arme de siège coûte 1 pièce d'or et chacune occupe 2 slots d'équipement. Ça prend 10 rounds à peu près pour monter ou démonter une arme de siège. Ça ne peut pas être déplacé une fois que c'est assemblé. Une arme de siège occupe 30 gear slots. Donc ça, vous voyez, ça ne veut pas dire que vous allez traquer très spécifiquement chacun des gear slots, mais ça vous donne une idée. Vous pouvez un peu glance over it, vous dire ok, 30 gear slots, les PJ sont 5, ils ont déjà tout leur équipement, donc ils peuvent chacun transporter quelques petits bouts, et il leur faudrait genre 4-5 PNJ supplémentaires pour transporter le reste. Ça vous permet de... Je pense que le but n'est pas de maintenir cette comptabilité exacte quand on a ce genre de règles, c'est d'avoir ces facteurs à l'esprit pour penser la fiction. Donc savoir précisément est-ce qu'on a la place de prendre les 30 gear slots n'est pas forcément l'enjeu. L'idée ici c'est de se poser la question de comment on déplace ce truc et de potentiellement devoir employer des retainers. Et on n'est pas à un gear slot près, mais de se dire voilà, il va falloir employer ces autres gars et donc de garder à l'esprit ce genre de choses. Et ça peut être utile pour savoir ce qu'on peut charger dans des bateaux qui sont sur la place juste à côté, genre mon galion avec je peux emmener combien de catapultes, vous voyez. Et ça je pense que c'est très drôle. Operating, one operator must... Il y a un mec qui doit tout le temps faire marcher l'arme, donc c'est pas du tout Simu. Hein. Genre, un mec solo qui recharge la catapulte, bon chance à mon avis. D'ailleurs, les rounds ne sont pas dans Shadow Dark, c'est bien un langage de jeu. C'est-à-dire que on nous dit une arme de siège, ça met 10 rounds à assembler, mais les rounds ne représentent pas un temps extrêmement spécifique dans Shadow Dark. Il y a un côté un tout petit peu plus... permissif que la mesure du temps strict de certains autres jeux. Et ce que ça veut dire, c'est que si par exemple, je sais pas, vous êtes dans un endroit un peu sauvage et tout, et que vous commencez à monter votre catapulte pour bombarder l'expédition concurrente qui veut envahir le temple de Shlubi-Bulga, et que vous voulez abattre leur bateau avant qu'ils arrivent sur l'île parce que vous faites partie de la faction des pirates, là, bah, vous devrez monter votre machin. Ça va prendre du temps, il pourrait y avoir des rencontres aléatoires, des trucs qui viennent vous perturber, tout ça. Donc on a un effet blast. Cette arme inflige des dégâts à tous les objets et créatures dans un cube near-sized, près du point d'impact. Donc on est sur du 3d6, 3d8, 2d8 dégâts. Et on a un truc exploding pour les balistas et les trébuchets. Si vous faites le résultat maximum sur un de vos dés de dégâts, alors... vous pouvez relancer ce dé et ajouter les dégâts en plus. Ok. Donc on a les armes de siège ici. C'est intéressant. Et bien sûr, ça va venir faire écho à des trucs qui arrivent juste après. Donc ensuite, là, on a tous les sorts. Donc j'imagine que ça représente une bonne partie du bouquin. Maintenant, on a les sorts de prêtres, de nécromanciens. Et on a parmi les prêtres une distinction entre prêtres lawful, neutral et chaotique. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Moi, j'aime bien. On a les seers. Et il y a des nouvelles illustrations. Hein. Je pense qu'il y a pas mal d'illustrations qui étaient que j'avais vues dans d'autres PDF, donc qui étaient du domaine public ou équivalent. Là, maintenant, tout est illustré. Bah, en même temps, ils ont eu le budget, quoi, avec le Kickstarter qui a très très bien marché. Et ça fait plaisir. On a des trucs qui est un peu, soit vraiment ancré dans la personnalité Shadow Dark et qu'il y ait des artistes qui aient pu participer à ça, je trouve que c'est trop bien. Witch Spell, paf paf paf. Wizard Spell, donc c'est là où on va en avoir le plus. Et donc on a maintenant les neutrals qui sont les druides. Donc là c'est notre Merlin, c'est notre druide quoi. Les mages qui sont lawful. Gandalf. Les sorcerers qui sont chaotiques. Et ensuite on a toutes les tables de Mishap, sauf celle des wizards. Enfin ouais. Ça je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que à la limite qu'ils mettent pas les classes
de magiciens, etc. dans le livre, c'est pas trop gênant. Par contre, qu'ils aient pas mis les tables d'échecs des sorts de Wizard dans le même livre, je trouve que c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, ça veut dire que le joueur Wizard a un peu le problème de faire 2 bouquins, quoi. Par réflexe, j'aurais tendance à aller ici en me disant c'est bon, tout est compilé. Et en fait, non. Dommage. Gods and Patrons. Là, on est sur les dieux. Et donc ça c'est, je pense, c'est une des plus grosses plus-values du jeu. Enfin, de ce bouquin. En termes de mécanique, je trouvais que c'était vraiment le truc qui manquait. Une meilleure définition des dieux et leur penance. Donc la penance, c'est en gros quand vous faites des échecs critiques avec de la magie de prêtre. Avant, vous avez une sorte de règle générale de genre, vous pouvez sacrifier des offrandes, donner en gros des pièces d'or à votre dieu pour vous excuser au temple, je sais pas quoi. Et là maintenant, pour chaque dieu, en fonction du dieu que vous choisissez, déjà vous n'aurez pas les mêmes sorts parce que votre dieu a un alignement. Et en plus, vous allez avoir un moyen de vous faire pardonner, entre guillemets, d'avoir trop abusé des pouvoirs de votre dieu, différent pour chaque dieu, donc ce qui ancre encore plus le dieu. Les tenets du dieu, donc ce qu'il faut respecter. Si vous respectez pas ça, potentiellement votre dieu peut un peu vous punir d'une certaine façon. Un générateur de prière, donc ça c'est plus pour le fun, mais c'est toujours cool pour un peu aider le joueur à capter ce qui est attendu de lui autour de son dieu, pour créer une sorte de cohérence autour de chaque dieu. Et puis des holidays. Donc ça, je trouve que c'est trop bien. C'était vraiment un des trucs qui manquait, je trouvais, cette description un peu plus précise des dieux, qui pour moi sont des éléments centraux dans les univers un peu Medfan, quoi. Donc ça, c'est très très cool. Et ce qui est très cool, c'est que c'est pareil pour les patrons. Et les patrons, c'est un peu des sortes de divinités mineures. En fait, là, les dieux qui sont là, c'est ces fameux dieux lointains qu'on croise pas vraiment, qui sont un peu ésotériques. Et les patrons, c'est les trucs du démoniste, mais pas seulement. En fait, tout le monde peut communier avec un patron. Le warlock, dès le début, c'est son cas. D'ailleurs, j'imagine qu'ils ont dû modifier un peu le warlock. Faudrait que je regarde, quoi. Voilà, un patron donne des boons au warlock, mais il peut y avoir d'autres petitionners, il peut y avoir d'autres personnages qui vont obtenir des boons, quoi. Et chaque patron, donc, qui est une entité qui se trouve dans les Western Riches, qui peut être trouvée, rencontrée réellement par rapport au dieu, peut donner en fait des trucs aux personnages qui le vénèrent, qui le servent. Donc là, on a vraiment un détail, on a un symbole, un truc visuel pour vraiment se figurer le truc. Parce que c'était potentiellement le problème des fois du minimalisme de base de Shadow Dark, c'est que vous aviez un bullet point avec un patron, donc c'était cool, vous vous dites c'est simple et tout, mais ça manquait d'un truc pour s'imprimer, quoi. Le fait qu'on ait un symbole, un peu plus de précision, sans passer dans le truc super complexe en 15 000 paragraphes, tous ces trucs-là, je trouve, sont hyper rapidement activables, mais ils sont un peu plus riches, quoi. C'est très cool. Et ensuite, on arrive au gameplay. Donc on a le nouveau X-Crawling. Alors, je sais plus honnêtement la différence avec celui de base, mais en gros, il y a un combo X-Crawling, climat, camping qui a l'air de fonctionner, et le fast travel, c'est un peu le moyen de contourner cette procédure. Alors, X-Crawling. Les X font 6 miles, les PJ se déplacent de X en X en tant que groupe. On peut passer en combat ou en crawling rounds si une rencontre apparaît. On check pour les rencontres aléatoires 2 fois par jour, 2 fois dans la journée et 2 fois dans la nuit, avec une chance sur 6 à chaque fois qu'il y a une rencontre. Jetez un D12 pour déterminer à quel moment de la journée se passe la rencontre. Ok, c'est pas vraiment jour et overnight en fait, c'est première partie de journée, deuxième partie de journée un petit peu. Là on a la vitesse. Ah non, donc c'est un coup, pour éclaircir le langage du jeu, c'est un coup pour entrer dans le X. Ça reste très très simple. Je me souviens plus honnêtement exactement comment ça se passait dans les règles de base. On vérifie la météo chaque jour, très bien. Ici, on a tout le climat. Ouais, donc en fait, on n'a pas une table de climat, comment dire... On se réfère à la région dans laquelle on est. Par exemple, on est dans les montagnes de Gilzai. On a le truc moyen, quoi, Climate in the Reaches, donc il fait chaud dans les montagnes de Gilzai quand on est en automne ou au printemps. Donc ça, c'est le truc de base. Et en fait, on va modifier, entre guillemets, ce truc, quoi. C'est-à-dire que soit on va avoir un temps stormy sur un 1, qui arrive quand même souvent, hein. C'est-à-dire qu'un jour sur 6, le temps est stormy. Et donc dans ce cas-là, le terrain devient difficile pendant une journée. Dans un climat ardu, le terrain devient impossible à traverser. Sur un 6, le temps est excellent. Donc en fait, stormy, je pense qu'il ne faut pas le voir nécessairement comme forcément une tempête à proprement parler, mais en gros, c'est que le climat empire et rend le voyage plus difficile. Un jour sur 6. Enfin, il y a une chance sur 6 par jour que le climat soit compliqué. Et une chance sur 6 que le climat soit vraiment avantageux. Et donc ensuite, on peut imaginer,
en fonction de la région, comment ça se traduit en fonction de la région et de la période. Food and water. Il faut bouffer tous les jours. Les montures aussi doivent bouffer tous les jours. On prend un dégât de constitution, etc. Ah, il y a une simplification de ce que doivent bouffer les montures, ça c'est intéressant. Donc j'imagine, si on le souhaite, c'est toujours pareil, on peut aller plus dans le détail et tout. Mais vous voyez, si je vais dans Gear, monture, avant je crois que les montures avaient pas forcément un nombre de... Ah voilà, feeding mounts. Voilà, ça c'était un truc. Les montures se nourrissent naturellement quand elles sont dans leur environnement familier. Et si on les laisse paître un petit peu. Les montures doivent recevoir une région par jour dans un environnement auxquelles elles ne sont pas habituées. Voilà. Alors qu'avant, on avait un truc genre où les montures, le nombre de rations qu'on devait leur donner dépendait de leur poids, etc. Bon, ce qui est peut-être plus réaliste dans certains moments. En fait, si on veut gérer de manière réaliste chaque endroit du jeu, etc., cette règle est trop simple de dire on prend une ration et tout. Mais je trouve qu'en fait, en termes de gestion, c'est quand même beaucoup mieux, quoi. On compte juste la taille de notre groupe, monture comprise, et on sait notre consommation de ration. Donc c'est un très bon move, je trouve. Pushing. Au début de chaque jour, les PJ peuvent choisir de push pour multiplier le nombre de hex qu'ils peuvent traverser par 1.5, ok. Mais ça augmente le risque de random encounter. Et ils peuvent pas forage quand ils push. Donc en gros, on peut décider de se déplacer plus vite, mais ça, parce qu'on est pressé, mais on risque de faire des mauvaises rencontres, on est moins prudent et on récupère pas des trucs sur la route. Très bien. Visibilité des hex. On voit les hex adjacents, on peut voir aussi... les features du terrain, etc., bien sûr. Ok. Ça, moi, je le jouerais pas, honnêtement. Je trouve ça un peu lourdingue. Alors, je comprends l'intérêt. Et jouer précisément le +3, +1, +1, et tout, je pense que c'est le genre de truc où là, moi, j'utiliserais genre ma vision de MJ pour dire qu'est-ce que vous voyez, à quel endroit et tout, en fonction des questions des joueurs. En fait, on peut le gérer de manière un peu plus instinctive, je pense. Je pense que tous les PJ, on peut se douter que quand... Encore une fois, ça vaut le coup que ça apparaisse parce qu'on potentiellement on l'aurait pas pris en compte. Si j'ai pas fait beaucoup de, je me projette pas trop dans les jeux de rôle, les machins, les trucs que je débute, ça peut me donner l'idée de prendre de la hauteur pour voir plus loin ou je sais pas quoi. Mais le gérer comme ça, je trouve ça un peu lourd. Terrain in the reaches, desert, normal. Forest, difficult, ok. On a des règles pour le underground. Ah, ok. Dans les profondeurs de la Terre, il n'y a pas de saison, pas de temps. À la place, il n'y a que les tunnels humides, et le fait de passer du temps là-dedans rend les créatures du soleil folles. C'est un bon trope de quand on n'est pas sous la lumière du soleil, on devient des tarés et tout, ça fait que le monde du dessous peut être dangereux, que les cultistes qui s'y trouvent sont tous des gros maboules. Et quand la saison passe à la surface, les PJ qui se trouvent loin sous la terre doivent faire un test de charisme, ou prendre des dégâts de charisme. Donc en fait, ils peuvent devenir fous en passant du temps sous la terre. Intéressant. Camping. Les PJ peuvent faire un feu de camp en utilisant 3 torches. Ça dure 8 heures, ça crée un peu de lumière. Sans camp, les PJ ont un désavantage sur toutes les tâches qui sont marquées par une astérix. Donc en fait, le feu va faire qu'ils vont attirer l'attention, mais va leur permettre d'entreprendre certaines actions. Classique. Tâches. Chaque PJ peut faire une tâche quand il campe, et quand même obtenir son full rest, c'est-à-dire regagner ses points de vie et tout. Et 2 PJ ne peuvent pas faire la même action, ça c'est intéressant. Le MJ détermine la difficulté de chaque tâche basée sur la situation, partant d'une base de D12. Donc, je vais pas regarder le détail de tout ça, mais déjà ce qui est important à noter, c'est que c'est une procédure optionnelle, on n'est pas obligé de le faire. On obtient des petits avantages. Je trouve que c'est intéressant que plusieurs personnes ne puissent pas faire le même truc. Du coup, ça raconte plus un peu la vie de camp plutôt que de se dire oh, on veut absolument keep watch, j'en sais rien. Et du coup, chaque joueur essaye keep watch jusqu'à ce qu'on réussisse. Enfin, du coup, ça disperse un peu plus les tâches. Et je trouve ça très très bien. Et encore une fois, on n'est pas obligé de le faire, c'est pas nécessaire pour obtenir les bénéfices de se soigner. Donc quand on a envie de voyager un petit peu plus vite et tout, on peut le faire. C'est quand on veut zoomer là-dessus, quoi. Et le fait de le faire est une récompense en soi, mais je pense que c'est bien que ce soit optionnel. Ensuite, on a le fast travel. Donc ça fait que une fois que les PJ ont déjà exploré une région, etc., ils peuvent se déplacer beaucoup plus vite. Et on survole un peu la procédure, ça coûte des rations. Donc ça, c'est bien pour pas être tout le temps dans le X-Crawl. En fait, on veut explorer une première fois la région. On veut pas forcément jouer chaque déplacement avec minutie, etc. Donc quand on a exploré un endroit, on fait un jet, on voit si on fait un jet de fast travel. Et il peut arriver, vous voyez, qu'on soit drained. Donc c'est-à-dire que on imagine qu'on a fait des mauvaises rencontres. Il s'est passé des trucs pendant ce voyage. Et on arrive en mauvais état à notre destination. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien aussi qu'on ne puisse pas
mourir en fait sur ce jet de dés. On donne un peu de répit à nos joueurs, on leur dit vous pouvez rentrer en ville, mais vous allez peut-être arriver en étant épuisé, vous avez des désavantages à tous vos jets et tout si vous êtes épuisé quand vous arrivez sur place. Tout ça faut voir dans la pratique. Je trouve toujours que ces procédures, au bout d'un moment, peuvent devenir lourdingues. Mais là où c'est bien foutu, je trouve, c'est qu'on a plusieurs niveaux de détails qui, à mon avis, on peut facilement se passer de l'un ou de l'autre en fonction du moment. Et on a des options. Le fast travel est une option. Le camping est une option. Jouer le détail de chaque moment de voyage quand on est, je sais pas, dans la jungle, dans un truc qu'on veut vraiment appuyer dessus, est possible. Donc tout ça, c'est cool. Et là, on a un résumé complet de la travel procedure. Très cool qu'on ait ce petit résumé aussi. Ça m'a l'air mieux foutu que la première version. Renom. Donc là, pour vous dire toute la vérité, je vais accélérer un petit peu parce que dans la vraie vie, j'ai des trucs à faire. Et je me suis un peu perdu dans le livre. Mais ça, on l'avait déjà vu un petit peu, je sais, en parlant des curse scrolls, en survolant les curse scrolls. Donc maintenant, on va avoir une sorte de mécanique de renom qui peut grandir ou diminuer au fil du temps pour les personnages. Et qui va pouvoir les aider au jet de réaction. En fait, plus ils vont avoir de la renom positive, plus ils vont avoir des bonus au jet de réaction quand ils sont dans les zones civilisées, etc. Ce qui nous donne envie peut-être d'investir un petit peu dans nos relations avec certains endroits, typiquement les trucs liés à nos factions. Genre, si vous faites partie des loups de Lidonia, c'est votre faction, vous allez peut-être créer des liens avec la ville de Lidonia. Vous allez accumuler de la renom envers la ville de Lidonia, ce qui va vous permettre d'évoluer plus facilement au sein des strates sociales de la ville, en fait. Là, on retrouve toutes nos mécaniques de Zone Time, qui était un des trucs qui m'excitait le plus en termes de petits pimpage de personnages, de genre on peut décrire que là, moi, je vais passer du temps à essayer de m'entraîner à un peu mieux me battre alors que je suis un magicien, faire des recherches magiques, ou j'en sais rien. On n'en a pas en plus. Moi, je m'étais demandé s'il n'y allait pas en avoir plus de ce truc-là, parce que je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais non, on reste sur ça, des trucs qui nous permettent de reroll nos talents et tout. Donc vraiment, en fait, de gérer en un seul jet de dés de manière très dézoomée des actions que vont faire nos PJ entre les aventures. On a la nouvelle méga table de carousing. Donc ça, c'est très très bien. Parce que je pense on épuise vite en fait les tables de carousing. Là, on en a une complètement gigantesque. Et alors, attends. Parce que il me semble que la table de carousing venait très spécifiquement de la ville du duché de Montmartre, là. Et du coup, est-ce que là, c'est encore le cas ? Il semblerait que non. Cette table a été vue, là, faite pour pas être spécifique au duché de Montmartre. Parce qu'en fait, l'idée d'avoir une méga table de carousing vient du curse scroll sur la ville spécifiquement de Montmartre. Mais ça a l'air de s'appliquer à toutes les villes. Je survole. Hein. Mais je ne crois pas voir les PNJ de Montmartre et tout. Donc on aura la table spéciale Montmartre, quoi. Mais celle-là est plus neutre et peut être utilisée en toutes circonstances. Donc ça, c'est très très cool. Ça, honnêtement, c'est très très cool. C'est des potentiels d'aventure. Chaque ligne est le potentiel d'une aventure. Genre, vous rentrez dans une aventure, vous dépensez vos machins et tout. Vous tirez à la fois des bénéfices, vous combinez des bénéfices dans votre carousing et des missaps. Et ça raconte une petite histoire qui vous propulse dans votre prochaine aventure, du genre... un chien s'est attaché à vous et maintenant il vous défend, etc. pour votre prochain combat ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez été maudit. Bref, c'est les trucs de carousing. On en a beaucoup plus qu'avant. Et ça c'est des trucs qui peuvent vous faire même inventer votre prochaine aventure, quoi. You lost. Il y a des trucs où tu perds de la thune, tu te fais des ennemis. Bon, c'est très très bien. Et ensuite, on a les bastions. Et malheureusement, c'était un des trucs où j'espérais passer le plus de temps pour voir comment ça marche, mais je vais essayer d'aller vite. Bastion. Un personnage peut avoir un bastion construit en payant son coût. Le bastion a une classe d'armure et des points de vie. À 0 point de vie, les murs du bastion s'effondrent. Enfin, s'effondrent pas, mais sont percés. Donc on peut rentrer à l'intérieur. C'est pas toute la structure du bastion qui est prise en compte, c'est est-ce qu'on arrive à faire une percée et rentrer à l'intérieur, j'ai l'impression. Les armes normales ne peuvent pas infliger de dégâts au bastion, il faut des armes de siège, des grosses créatures, etc. On peut réparer le bastion. Donc encore une fois, c'est pas une simu pure, c'est un peu accéléré. Vous voyez par exemple, réparer les dégâts infligés au bastion prend 1 semaine et coûte 1 pièce d'or par point de vie restauré. On veut pas simuler la construction d'un château qui s'étendrait sur des années. Vous voyez par exemple, un château, ça coûte 5000 pièces d'or. ça met 2 mois à être construit. C'est pas réaliste, mais c'est beaucoup mieux pour le jeu. Beaucoup plus pratique. Et on peut le modifier si on le souhaite. Le bastion nous protège
du climat et des random encounters, etc. On peut on peut mettre des upgrades de bastions. Donc ça, en fait, c'est le truc où vos PJ commencent à avoir plein de pognon, ils savent plus quoi en foutre, ils ont une grande renom et tout, et on se demande encore pourquoi ils vont se péta dans les donjons. Donc ils peuvent toujours aller se péta dans les donjons, il n'y a pas de souci, s'ils ont des bonnes raisons. Et c'est peut-être le moment où vous dites, tout mon pognon, je vais commencer à le foutre pour créer ma propre faction, mon propre endroit, dans les terres sauvages. Et on va peut-être même créer d'autres persos et les envoyer en mission à notre place, pour monter un peu dans l'échelle de jeu. Donc c'est ça qu'on vient un peu chercher. On a des types de bastions. Alors on n'a pas un jeu de domaine très complexe, il y a des disasters, là je vois, il peut se passer des trucs. C'est chaque mois, on jette un D6, sur un 1, notre bastion souffre d'un disaster, et donc il peut se passer des trucs qui attaquent directement notre bastion. C'est pas hyper développé. Par exemple, le bastion ne nous ramène pas de revenus a priori. Alors il y a peut-être des améliorations de bastion là voilà, par exemple, on peut mettre un casino qui génère 2d20 pièces d'or par mois. On n'est pas là pour jouer en fait des seigneurs, etc. Qui gèrent leur domaine. Mais maintenant, on peut voilà, vraiment créer une sorte d'empreinte dans le monde avec notre bastion, et ça c'est très très cool. Et on a un système de warband qui a l'air assez détaillé. Je vais pas m'enfoncer là-dedans pour le moment. Si je joue à Shadow Dark, dans le futur et tout, peut-être je reparlerai de tout ça. Moi, ce que je voulais, c'était vous présenter le livre, parce que Shadow Dark, pour moi, ça reste un jeu de cœur. Genre, si je devais aller sur une île et vous voyez le truc, quel jeu vous emmenez et tout, bah, Shadow Dark fait partie de cela. Et tout ça, ça me donne très envie d'y rejouer. Pour l'instant, je suis sur autre chose. Et là, les règles de Warbands, comme ça, à la lecture, je pense que je saurais pas vous dire si je trouve ça bien ou pas, quoi. Genre, faut essayer. En gros, ce que ça fait, c'est que vous avez des warbands, vous avez la capacité d'en commander, et ça dépend de votre niveau, donc il faut monter en niveau pour pouvoir gérer de plus en plus de warbands. Ah non, c'est pas ça, je dis n'importe quoi. C'est en fonction de votre dé de vie, de la taille de votre dé de vie, vous pouvez gérer un certain nombre de warbands. C'est-à-dire que les profils de paladins, de guerriers, etc., qui ont plus de points de vie en général, pourront mener des plus grandes armées, entre guillemets, tandis que tout ce qui va être voleur, magicien et tout, c'est moins leur zone de jeu. C'est ça le message qui nous est donné, de gérer des troupes et tout. Et ensuite, les warbands sont vraiment des petites unités qu'on peut un peu custom. Vous voyez, vous pouvez prendre n'importe quel profil de monstre. Voilà, tout ce qui va être d'un level de 1 à 5. On peut imaginer que ça devienne un petit groupe. Vous prenez des bandits, des orques, vous prenez les profils en fait qui sont dans le bestiaire. Vous doublez leur niveau, vous augmentez leur point de vie. En fait, vous appliquez une petite formule rapide pour le transformer en warband. Ces dégâts sont triplés, etc. Donc en fait, vous pouvez transformer une unité unique, la convertir en groupe de combat. Et ce qui est cool aussi, c'est que j'ai l'impression, et peut-être je me plante, mais que ça devient facile aussi d'interagir. Voilà, on nous dit, les PJ, à cette échelle, comptent comme des individus. Donc en fait, à un moment, il y a un combat contre des orques. Au lieu de dire, on va mettre 15 orques et gérer leur point de vie séparément, si vous dites, il y a plein d'orques, vous faites un warband d'orques. Et en fait, j'ai l'impression que les règles permettent de jouer le combat entre les PJ et le groupe complet des orques. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux en termes de fluidité pour vos combats dès qu'il y a pas mal de monde, quoi. On a des limites de recrutement, on a une histoire de maintenance et tout, pour faire en sorte que le warband ne devienne pas la solution à tous vos problèmes. Quand vous arrivez dans un village, les gens n'ont pas envie d'aller se faire massacrer parce que vous leur donnez 3 pièces d'or. Donc dans un village, au mieux, vous pourrez recruter 20 mecs un peu déter, quoi. Et dans un city-state, peut-être vous partirez avec 200 hommes, mais en gros, c'est pas l'argent fait apparaître des soldats où que vous soyez. Donc ça, c'est bien que ce soit souligné, pris en compte, pour pas se faire d'illusions. Et ce qui est ouf, c'est qu'ici, vous avez des warband upgrades. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous faire un peu vos unités custom si c'est quelque chose qui vous amuse. Et ici, on a aussi des warbands tout faits, pour pas se prendre la tête. Si vous voulez pas faire la conversion des orques spécifiquement, vous dites, ok, la bande d'orques que vous allez affronter, les gars, c'est une bande de guerre légère, par exemple. Donc c'est 25 points de vie, classe d'armure 13, etc., etc. Et vous pouvez, en 2 temps 3 mouvements, faire sortir une petite troupe et faire en sorte que vos PJ les affrontent. Donc j'ai peut-être dit des bêtises parce que je survole assez vite, mais je trouve que ça aussi, c'est un truc, ça arrive tellement vite que la logique se confronte au gameplay. Genre, dans les jeux de fantasy, au moment où il y a 40 orques qui veulent attaquer le village, il y a toujours ce moment où les joueurs ils disent bah on va essayer de trouver des gars un peu motivés pour venir nous aider, quoi. Et c'est trop bien qu'il y ait un outil pour ça, en fait, tout simplement. À la fin, on a une aide de double page intérieure où on a les rappels de toutes les propriétés. Je pense que c'est un très bon choix d'avoir mis ça. Vous savez, ça va être dans la couve intérieure de votre bouquin. Ça, c'est très cool que ce soit là. Et de l'autre côté, on aura du coup la carte. Non, vraiment, ça a l'air très bien. Les seuls défauts que je verrais, moi,
Enfin, le seul truc qui me gêne un peu, c'est tout con, c'est la table de critique du magicien. Je trouve que bon, ça aurait pu... Alors, il y a toujours des histoires de qu'est-ce qu'on peut mettre dans le bouquin et tout. Mais honnêtement, les titres, je sais pas, genre, c'est pas le truc qui m'excite le plus dans Shadowdark, perso. Moi, je les aurais enlevés. Je parle pas ici de choix éditoriaux, je parle de ce que moi je veux. C'est purement égoïste. Moi, je vire un peu ces trucs-là. Je sais pas, je change la taille de la police pour garder pour économiser 2-3 pages. Bam, et je mets la table de critique des magiciens dedans, parce que si tous les sorts sont là, d'ailleurs j'espère que c'est le cas, hein. J'ai pas vérifié un par un, j'espère qu'il n'y a pas les sorts du livre de base, bah c'est simple, on va vérifier. Faudrait aller chercher dans l'autre bouquin, quoi. Wizard, Priest, voilà, Lawful, ok, Neutral. Ouais, ça, je sais pas, ça franchement, je trouve ça un peu nul. Ça, c'est vraiment le truc que je trouve décevant, parce que tu te dis, tout est fait pour être ultra pratique, et là, je vois que en fait, les sorts de prêtre corps, c'est-à-dire genre healing, etc., seront que dans le livre de base en fait. J'ai pas tous mes sorts de prêtre ici, j'ai que les nouveaux, j'ai l'impression. Donc j'imagine que pour le magicien c'est pareil. Si je vais chez le magicien, j'ai pas ma Fireball, vous voyez. Ma Fireball elle est dans l'autre livre. Et ça c'est un peu dommage. Voilà, j'aurais bien aimé que mon joueur, il ait tout. Donc je pense que il y a des contraintes d'espace, des contraintes, des questions éditoriales aussi, genre si tout le truc du livre de base se retrouve dans le nouveau livre, bon bah il va y avoir des gens qui vont dire mais alors il n'y a plus besoin d'acheter le livre de base. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais globalement, très content de ce nouveau bouquin. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes déjà en train de jeter un œil là-dessus, si vous jouez à Shadowdark en ce moment. Moi ça me donne envie de retourner dans Shadowdark en fait, de me dire là on pourrait partir explorer les Western Reaches, construire des forteresses, explorer des villes, rejoindre des factions. Enfin, il y a tout un... Le jeu prend une ampleur qu'il avait en fait déjà de base dans sa promesse, mais on est beaucoup plus outillé en tant que MJ pour aller plus loin là-dedans, et ça, c'est vraiment très très cool. Je vais m'arrêter ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Hâte de voir l'autre bouquin, le Game Master, et je vous en parlerai quand ce sera le cas. Je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à soutenir sur Tipeee si vous aimez ce qui se fait sur la chaîne, à venir sur le Discord, etc. Je m'en vais. Au revoir.